aider à vivre, à combattre le cancer. Combattre un cancer. Mais ça veut dire que, est-ce que le fait que vous êtes, parce que vous êtes une militante, vous avez cette culture militante, est-ce que ça aide aussi quand on est face à une épreuve de vie comme celle à laquelle vous avez été confronté? Est-ce que ce militantisme, le fait de le don de soi, cette notion aussi de générosité vis-à-vis de l'autre, Au face à une contraire, épreuve personnelle, est-ce que Au contraire, d'être militant et de s'acharner à aider les autres fait qu'on s'oublie un peu. Tout au contraire, j'ai dû pour cette période de maladie, j'ai dû prendre au lieu de donner. Je me suis retrouvée portée par ma famille et mes amis qui m'ont supportée, qui m'ont soutenue et qui ont affronté la maladie avec moi pour que je m'en sorte. Non, non, j'ai dû laisser le militantisme de côté. Il fallait absolument que j'arrête de penser aux problèmes des autres et que je me focalise sur ma petite personne, le temps de me rétablir. Je suis contente de m'en sortir aujourd'hui parce que j'ai une famille qui a encore besoin de moi, parce qu'il y a des choses encore à faire pour les sans-abri que je pourrais peut-être réaliser. Je suis reconnaissante. et vous avez eu peur à un moment de... Peur, non. C'était difficile. Subir les douleurs physiques, c'est très difficile à vivre. Peur, non. Peur, non. Non, vous avez même pas... Parce que très souvent on dit, en tout cas parfois on dit, voilà, il faut arriver à dépasser ses peurs, ses craintes. Et vous, en l'occurrence, quand on est confronté à ce type d'épreuve à laquelle vous avez été confronté, on se dit, voilà, peut-être qu'on a la peur de mourir est peut-être légitime. J'ai accepté la mort. Je la vois comme une délivrance de la souffrance. Je la vois comme la découverte d'un autre monde, peut-être plus beau, certainement plus beau, dans, dans mes convictions, excusez-moi. Non, non, j'ai accepté la mort et je n'en avais pas peur. On a plus peur de ce qu'on subit comme douleur. C'était... C'est physique, c'est à supporter. Je pense que le plus dur à vivre pour un être humain est la douleur physique, en tant que la douleur psychologique d'ailleurs. C'est derrière aujourd'hui et je peux militer de nouveau. Ce 8 mars, pour moi, ce n'est pas un jour de fête comme le système économique veut qu'il soit. C'est un jour de droit, de rappel des acquis et de parler de ce qu'il faut faire et ce qui doit être fait pour que notre société vive mieux. Est-ce que Lady est en train de dire que ce 8 mars placé un petit peu sous le, j'allais dire, le voile économique, une espèce de fête, de journée marketing, ça devient une journée marketing aujourd'hui, malheureusement, sachant que c'est une journée de droits des femmes. Il y a déjà plusieurs droits que la femme a pu arracher. Il y en a d'autres pour lesquels elle doit continuer de se battre. Personnellement, en tant que présidente de l'association Jude, j'ai envie de parler du droit à l'avortement et je profite de cette interview pour lancer un appel aux parlementaires qu'ils parlent de droit à l'avortement. On ne va pas s'en cacher encore plus. Les femmes aujourd'hui ont des relations sexuelles extra-conjugales et subissent. Les parents les fuient pour se retrouver à la rue et la rue égale la déchéance totale et pour la femme et pour l'enfant qu'elle met au monde. Ce n'est pas le seul problème de loi qui doit être modifiée. Je parlerai aussi de la loi 490. L'article 490 pour les concernant les libertés individuelles. Effectivement, on va en parler, Lady, mais tout de suite, en fait, vous êtes allé, vous, en matière de droits des femmes. Oui. Puisqu'effectivement, on rappelle que c'est la journée internationale des droits de la femme, et vous êtes allé tout de suite, vous avez cité le droit à l'avortement, le droit à l'IVG. Est-ce que c'est parce que vous, de par vos activités en tant que présidente de l'association Jude,
vous constatez de plus en plus de femmes Nous qui ont eu de retrouvons relations sexuelles hors mariage, et extra-conjugales en tout cas, et qui se retrouvent à la rue avec des enceintes, enceintes? enceintes à la rue à un âge encore très jeune, euh, abandonnant leur scolarité, abandonnant le foyer parental, se retrouver souvent à la rue. La rue est cruelle. La rue égale le viol. D'ailleurs, une autre loi qui doit être modifiée. Comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, donner le choix à l'homme s'il accepte d'épouser sa victime, qu'il n'aille pas en prison? Comment avoir aujourd'hui des peines si légères pour leur permettre de continuer à violer des femmes? Donc, C'est des lois qui doivent impérativement être changées. Il y en a plusieurs. Les lois concernant l'héritage. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme dépend d'un frère pour n'hériter que la moitié? La société aujourd'hui est différente, le mode de vie aujourd'hui est différent. L'individualisme prime et il est temps d'adapter nos lois à notre société. c'est-à-dire qu'il vous dit il faut adapter, il faudrait en tout cas vous appeler aujourd'hui, en ce jour de 8 mars. Hein. Je sais que ce n'est pas spécifique au 8 mars, mais vous en profitez pour le rappeler aujourd'hui. Le 8 mars, c'est en fait à faire en sorte de mettre à niveau des lois, nos lois, avec l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui, l'environnement socio-économique. Aujourd'hui, Et en même temps, au il y a ceux... contraire, Oui. j'associe parfaitement cette date du 8 mars à tous les droits obtenus et tous ceux qu'il faut absolument décrocher pour vivre mieux. Pour moi, 8 mars est synonyme de droits manquants. Et ceux qui considèrent que nos lois en fait, qui codifient notre société, hein, doivent être plutôt arrimées au cadre religieux, spirituel et culturel, plutôt qu'à l'environnement et au cadre socio-économique. Je suis une personne très croyante, musulmane, qui connaît parfaitement les textes de loi, mais qui pense que notre société, notre Maroc aujourd'hui fonctionne différemment et ces lois ne sont plus adaptées à l'ère actuelle. Donc, donc vous dites qu'il faut les réadapter en fait. Exactement, il faut des mises à jour par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et le fait que vous disiez, moi j'appelle les parlementaires et les politiques à se saisir de ce sujet. Vous avez cité le droit à l'avortement, donc le droit à l'IVG, à revoir aussi l'article 490 du Code pénal, donc qui pénalise et criminalise les relations sexuelles hors mariage consenti. Mais en même temps, ce n'est pas sujet à débat aujourd'hui. On voit même aujourd'hui, même toute l'année qui vient de s'écouler, si on fait un point de situation aujourd'hui sur la situation des femmes, au Parlement, le politique, les écuries, les formations politiques. Je ne sais pas si vous avez même suivi, même si je sais que vous étiez à cette époque-là, vous avez la tête ailleurs, ce qui est tout à fait légitime. La campagne électorale, grosso modo, les partis politiques n'avaient pas prévu dans leur campagne électorale et des programmes électoraux d'aller sur ces sujets-là, avec des prises de position claires. C'est compréhensible. La crise sanitaire a généré une crise économique. Il y a des priorités. Je comprends qu'on parle d'autre chose que des droits de la femme. Mais faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. La crise économique et la perte d'emploi génèrent des sans-abri supplémentaires dans la rue. Autant que ces lois. Et je n'ai jamais voulu m'investir dans la politique parce que j'estime que je fais ma part de travail en étant militante dans le social et j'espère que les politiciens feront leur part de travail. Mais si une lady décidait un jour, en tout cas vous dites, moi c'est pas, ça vous intéresse pas aujourd'hui, mais pour porter plus fort votre message sur ces droits des femmes qui doivent être reconnues, vous avez parlé du droit à l'IVG ou le droit, enfin en tout cas une extension des libertés individuelles via l'article 490, est-ce que vous ne seriez pas beaucoup plus impactante, j'ai envie de dire, si vous étiez engagé dans un parti politique et aux responsabilités politiques? Je ne peux pas être partout d'une part.
D'autre part, il faut connaître ses limites. Je suis heureuse de m'investir dans ce quoi je m'investis aujourd'hui et je ne peux pas faire plus. Et nous sommes déjà 37 millions, il y a bon nombre qui peuvent agir politiquement parlant. En tout cas, il y a plus de 18 millions de femmes. Vous êtes majoritaire dans la société. Parce que on parlait des libertés individuelles, cet article 490. À l'heure actuelle, il y a un nouveau code pénal qui devrait sortir, qui devrait être présenté par Abdel Fouabi, ministre de la Justice. On l'attend d'ailleurs. Effectivement, il y a des ONG, beaucoup de militantes qui militent depuis avec ce manifeste hors la loi. Vous avez suivi comme moi un petit peu tout ça. Est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu dans cet article sur le terrain des libertés individuelles pour plus d'émancipation de la femme? Est-ce que c'est un sujet, un levier pour vous aussi important? Bien sûr, certainement. Est-ce qu'il nous arrive encore aujourd'hui de voir un couple qui se forme sans avoir coexisté, sans avoir vécu un bout de chemin ensemble avant de décider de se marier? Ça n'existe plus. Quelqu'un qui va toquer chez d'autres pour dire je veux épouser votre fille sans la connaître. Ils se fréquentent, ces gens-là, et se retrouver à subir une loi juste incroyable aujourd'hui qui les pénalise, qui les fait emprisonner. Ce n'est pas normal. Elle doit absolument changer et j'espère que cet article de loi sera appliqué, qu'on attend impatiemment d'ailleurs. Mais vous, en tant que militante associative, vous seriez quoi? Vous diriez cet article 490, c'est quoi? Il faudrait l'alléger, l'abroger, parce qu'il y a tout un sujet là-dessus, qui est sujet à débat d'ailleurs, au moment où on parle. L'alléger et l'abroger, exactement. Parce qu'apparemment, on dirait beaucoup plus sur l'allègement que sur l'abrogation. Un allègement, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir le retrait de peine d'emprisonnement. Mais il pourrait y avoir toujours la possibilité de recourir à la justice et à la loi. Alors, le ministre n'est toujours pas prononcé sur le sujet, mais voilà, en tout cas, pour avoir reçu des militantes dans ce sens. Nous sommes un pays musulman, c'est contraignant pour le ministre, je comprends, mais j'espère qu'il prendra la peine d'être réaliste et qu'il fera le nécessaire pour effacer les peines par rapport aux libertés individuelles. Et autre sujet, c'est sur le code de la famille. La Moudawana, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y a le Conseil économique et social et environnemental qui fait toujours une série de recommandations sur différents sujets. Et le comité, donc ce Conseil économique et social et environnemental, qui est présidé par Ahmed Reda Chemi, d'ailleurs, appelle à une révision plus audacieuse, pour prendre les termes employés, du code de la famille. Est-ce que pour vous, en tant que militante associative, en tant que femme, en tant que militante associative, vous dites voilà, il y a nécessité aussi de revoir, de réajuster, de remettre peut-être à niveau ce code de la famille Moudawana, qui était la dernière réforme date de 2004. Le divorce gagne beaucoup de terrain et atteint énormément de familles aujourd'hui. Je n'ai pas les pourcentages exacts, mais c'est un fait. Les familles monoparentales se développent à une vitesse impressionnante et il est certain qu'il faut adapter les lois aussi par rapport à ça. Je l'espère en tout cas. En tout cas, parce que 2004, ça donnait la possibilité aux femmes, ça leur a octroyé un droit, celui de pouvoir divorcer. Oui. Là, aujourd'hui, on dit qu'en fait, 18 ans après, le souci et l'inquiétude et ce qui est a priori extrêmement gênant, c'est lorsque la femme, là aussi c'est son droit, décide de se remarier et tout ce qui concerne la garde des enfants. Est-ce que pour vous c'est aussi un sujet, dites voilà, parce que quand une femme se remarie, ce qui est son droit d'ailleurs, elle peut éventuellement perdre la garde des enfants. La garde des enfants. À mon avis, c'est les juges d'évaluer parce que entre un foyer et un autre, c'est toujours différent. Il faut évaluer la responsabilité du parent qui demande la garde. Il faut donner bien sûr le droit aux mères tant que les enfants sont encore petits. Parce que naturellement et instinctivement, une mère s'occupe mieux des enfants que le père.
qu'elle perde la garde des enfants parce qu'elle trouve un mari qui va l'aider à vivre. Euh, c'est c'est cruel un peu. Parce parce qu'il y a en tout cas, au niveau du corps des avocats, il y a une avocate qui me disait très récemment qu'en fait, culturellement, l'homme marocain chez nous a du mal à admettre le statut de beau-père. Il veut pas, à partir du moment où son ex-épouse en fait se remarie et voilà, de se dire bon, ils ont les enfants en commun et qu'il y ait un beau-père en fait au milieu de tout ça, il y a une dimension culturelle qui en fait qui est extrêmement gênante et mal vécue. Donc il y a cette dimension culturelle. Sérieusement, pour avoir eu un beau-père moi-même qui était juste seigneur, magnifique, très gentil, pour lequel je prie très souvent et très régulièrement, je dirais que ça dépend encore. Je prends en considération mon propre cas, mais je vois d'autres qui traitent mal les enfants d'un autre. Il faut trouver le juste milieu. Donc on voit bien que c'est pas facile non plus pour Non, légiférer là-dessus. c'est certain, c'est certain. Et sur le mariage des mineurs, parce que vous aussi avec l'association Jude, voilà, c'est un vrai sujet de société aussi qui interpelle beaucoup d'ONG. Et voilà, sur le dernier relevé chiffré que nous avons, en tout cas qui date de 2020. Les peines, par contre, là, doivent être beaucoup plus sévères quand un parent permet le mariage d'un enfant ou d'une enfant mineure. Même s'il obtient, même si c'est légal et que c'est un juge qui a autorisé, qui a délivré une dérogation pour que le mariage soit consacré. Encore une fois, c'est entre les mains du juge d'évaluer et d'estimer. Si je pense aux enfants d'orphelinat qui vivraient certainement mieux dans une maison avec un mari que dans cet orphelinat, par la force des choses, c'est au juge d'évaluer encore. Je ne parle pas de dérogation et d'exception, je parle de généralité. Certains villages aujourd'hui, le pays arrière permet le mariage des mineurs et ils ne doivent pas. Un humain doit avoir toutes ses capacités physiques et mentales pour pouvoir choisir et décider de lui-même de s'accoupler ou de se marier ou pas. Parce que vous considérez un enfant ou un adolescent n'en a pas encore la capacité, n'a pas la clairvoyance par rapport à la complexité de la constitution du mariage. Même s'il y a des us et coutumes chez nous qui font que dans certaines régions, voilà, vous avez dit un peu l'arrière-pays, c'est essentiellement effectivement dans le monde rural qu'il y a le plus de dérogations attribuées pour les mariages des mineurs et les mariages précoces. On fait fi des us et coutumes, on dit voilà, la modernité sociale et sociétale aujourd'hui, c'est le mariage avec l'âge minimum de 18 ans. Et tout ce que vos pratiques, j'allais dire, socio-culturelles, on n'en veut plus. La priorité est de scolariser son enfant. Et là encore, je sais qu'un article de loi est apparu il n'y a pas longtemps pour pénaliser les parents qui ne scolarisent pas leur enfant. Et c'est une très très bonne chose que je salue. Faut d'abord éduquer, faut scolariser et pas avoir le droit de marier un enfant. On peut lutter contre le mariage des mineurs, selon vous On doit. Ça passe par l'éducation, ça passe par la scolarisation. C'est certain que ça passe par l'éducation et par la scolarisation. Les parents ont un rôle primordial d'enseigner à l'enfant que dans la vie, il ne doit pas dépendre d'un autre, qu'il doit bâtir son avenir, qu'il doit travailler pour réussir à vivre, d'une part. D'autre part, l'école aussi a sa part de responsabilité, excusez-moi, par rapport à cette prise de conscience. Et sur les questions d'égalité au sens large, parce que je rappelle que cette journée du 8 mars aujourd'hui, donc organisée par les Nations Unies, a décliné comme thème l'égalité
homme-femme pour un avenir durable? Est-ce que vous considérez qu'il faut parler dites, voilà, il faut aller beaucoup plus loin sur le droit à l'IVG, le droit donc à l'avortement, d'étendre beaucoup plus l'espace et la surface dédiée aux libertés individuelles et donc revoir l'article 490 sur le mariage des mineurs? Vous dites qu'il faut aussi légiférer pour faire en sorte aussi que, parce que vous considérez qu'effectivement en deçà de 18 ans, on n'est pas en âge, on n'a pas cette maturité en tout cas qui est suffisante pour se marier. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous considérez qu'aujourd'hui on est plus proche de l'égalité, on s'est éloigné de cette égalité homme-femme? Est-ce que pour vous c'est un véritable enjeu, défi de se dire voilà, il faut aller vers ça? Je ne pense pas que l'obtention du droit à l'avortement, par exemple, rentre dans l'égalité homme-femme. Un homme ne, ne tombe pas enceinte. Excusez-moi. Pour moi, l'égalité homme-femme aujourd'hui, je peux dire qu'on l'a. Le droit au travail, on l'a tous les deux. C'est-à-dire l'accès au travail? L'accès au travail. Même si on dit que une femme est moins rémunérée en moyenne de entre moins 20 et moins 30% qu'un homme pour le même niveau de qualification et pour le même emploi occupé. C'est les moyennes. C'est à la femme de s'évaluer, de se considérer elle-même et d'imposer ce qu'elle est sans valoir. Pour moi, ce n'est pas une question d'égalité. Je me sens égale à l'homme à 100%. Je ne me sens ni inférieure, ni moindre, ni opprimée par rapport à l'homme dans notre société aujourd'hui, me concernant. Et j'estime que c'est des choses qui s'arrachent. Donc pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme? Non, problème d'égalité, non. Problème de loi par rapport aux libertés individuelles, oui. Égalité, donc considérer que l'accès, par exemple, à l'éducation, il est égal pour les hommes et les femmes. Oui, voilà. L'accès à l'emploi également? Exactement. Donc il y a du mérite pour l'emploi. Je ne pense pas qu'il est question de homme ou femme. Je ne pense vraiment pas. Les femmes gagnent du terrain, elles ont fait leurs preuves, elles avancent très bien, elles arrivent à des postes de pouvoir, nous le constatons de jour en jour. Je ne vois pas de raison d'en parler encore aujourd'hui. Même quand on nous donne des statistiques, par exemple, on disait que les femmes dirigeantes, grosso modo, dans notre pays, c'est à peu près entre 15 et 16%, ce qui reste relativement faible. Et que donc ça veut dire que les 85%, c'est les hommes qui occupent les postes à responsabilité et les fonctions décisionnelles. Il faut le comparer au taux de 1980, par exemple. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'essentiel, c'est qu'on gagne du terrain de jour en jour. Donc pour vous, ça avance? Ça avance. Et tant que ça avance, c'est bon. Donc il n'y a pas de ça, ça recule pas en tout cas? Je ne pense pas que ça recule. Je ne pense pas du tout que ça recule. Quand, je rappelle le président de l'association donc Joud qui vient en soutien, en aide aux personnes sans abri, donc ultra vulnérables, dans la vraie précarité sociale, qui aussi intervenait sur tout ce qui est instrumentalisation, en tout cas des enfants qui peuvent faire l'objet d'instrumentalisation en matière de mendicité. Est-ce que sur les deux dernières années qui viennent de s'écouler, il l'a dit, on le disait tout à l'heure, vous l'évoquiez, une crise sanitaire, une pandémie sans précédent qui a causé effectivement beaucoup de dégâts sociaux, collatéraux, donc des pertes d'emploi, des fragilités sociales. Est-ce que l'association Joud, vous avez vu, vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant attention parce que nous on voit un flux, un trafic important de personnes qui aujourd'hui sont en réelle fragilité sociale, y compris notamment les femmes et les jeunes filles? Exactement. Écoutez, cette crise sanitaire a généré des pertes d'emplois, qui a généré des pertes de maisons et qui a fait que un très grand nombre de personnes se sont retrouvées à la rue. Je tire la sonnette d'alarme, en effet, à ce propos. Le nombre de personnes qui échouent à la rue devient alarmant. Il y en a plus aujourd'hui. Sachant que d'en arriver à se retrouver à la rue, c'est qu'on est arrivé au fin fond.
il y a tout un secteur qui a été affecté de manière extrême. J'espère qu'on leur trouvera une solution pour qu'ils puissent continuer à vivre et limiter les dégâts. Mais le nombre devient exagérément élevé de personnes qui se retrouvent à la rue et qu'on espère aider. C'est-à-dire que là, vous dites aujourd'hui, 2 ans après la pandémie, qui a démarré en 2020, là, je ne vais pas dire qu'elle est finie, mais en tout cas, là, on parle d'une forte atténuation, en tout cas, du virus et de la situation épidémiologique. Vous dites, il y a plus de personnes aujourd'hui qui sont dans la rue qui ne l'étaient avant 2020? Bien sûr, Est-ce certainement. que là, Nous ne les avons pas recensés pour donner un chiffre exact, sachant que notre dernier recensement remonte à janvier 2019, janvier 2020. Mais à vue d'œil, les joudeurs en voient de plus en plus. Ils sont en première ligne du fait qu'ils sortent à la rue vers ces gens-là. Ils ont beau vouloir les soulager, nous n'avons pas, en tant qu'association, les moyens d'agir plus qu'on le fait aujourd'hui. Et on espère que l'État agira. est-ce que dans ce nombre beaucoup plus important de personnes qui se retrouvent à la rue, après 2 ans de pandémie, Lady, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Ou est-ce qu'on Non, le nombre d'hommes est beaucoup plus important. Au dernier recensement, les femmes SDF représentaient 5% de la population de personnes à la rue. Maintenant, ces 5% procréent et il faut dire que suite au viol, elles procréent tous les 11 mois. Il faut absolument arracher les femmes de la rue d'urgence pour pas multiplier le nombre de SDF nés. d'un viol? Toujours. Dans l'extrême majorité des cas, une femme à la rue, quand elle n'est pas violée, elle se maque avec le caïd d'un clan de rue. Et de toutes les façons, ça génère des enfants SDF nés. Donc, c'est-à-dire que d'où le fait qu'on a aujourd'hui, il y a les enfants qui naissent à la rue. Nous sommes à la 4e génération confirmée de SDF, c'est-à-dire dont les grands-parents étaient SDF. Ça ne peut pas continuer. Donc il n'y a pas l'ascenseur social quand on est dans la rue ou qu'on est de parents SDF en fait, on finit par être SDF? À 100%. Un SDF ne peut pas avoir de pièce d'identité pour pas avoir une adresse et donc un certificat de résidence. Il ne peut pas prétendre à la carte d'identité nationale et donc c'est un fantôme qui fait naître des fantômes qui n'ont aucun moyen de prouver auprès des autorités leur existence et qui sont totalement marginalisés et sont partis pour l'être jusqu'au bout de leur vie. Ils ne peuvent ni aller se soigner, ni être scolarisés, ni prétendre à un emploi, ni pouvoir louer un logement. Donc réinsertion sociale de ces personnes qui naissent SDF, il est quasiment de zéro. Impossible d'en faire autre chose qu'SDF. Nous sommes en train de nous battre pour créer le centre Joue d'Espoir, un centre dans lequel on doit recruter des jeunes qu'on va faire interner pour une durée de 9 mois, durant laquelle on doit les sevrer des drogues, leur faire les pièces d'identité en collaboration avec les procureurs du roi, les former à des métiers et les formater au code de vie d'un humain normal. Ça serait un gros challenge pour nous auquel on n'aboutira jamais sans l'aide des autorités. Et Valeur, aujourd'hui, vous avez l'oreille et l'écoute des autorités publiques pour vous accompagner dans ce projet extrêmement ambitieux? Sincèrement, très sincèrement, je trouve qu'on est vraiment, vraiment aidé par le ministère de l'Intérieur, nous en tant qu'association Joute, pour pouvoir aboutir à nos objectifs qu'ils prennent en considération. Ils sont conscients du problème et sont conscients de notre apport, nous, en tant qu'association, et font en sorte
de nous aider. Il y a l'INDH qui a signé un partenariat avec nous en juin 2021. Maintenant, du fait qu'il y ait des tiers qui doivent impérativement s'impliquer auprès de nous, les choses sont difficiles à réaliser rapidement. Je rappelle aussi que l'association Jude vient en aide aux sans-abri. Exactement. Donc, il y a des C'est la distributions de mission repas chauds, de vêtements, principale voilà. de Jude. Nous nous sommes mis à aider et à distribuer les aides humanitaires aux familles pendant la période de Covid, juste vu les conditions de crise. Mais notre champ et cheval de bataille, c'est les sans-abri, ceux qui sont à la rue, sans toit, sans plat. Sans toi, sans plat. Il y a aussi un autre cheval de bataille, me semble-t-il, c'est la mendicité infantile. Est-ce qu'elle a augmenté aussi 2 ans après la pandémie? Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, le fait qu'on se retrouve, on le voit dans différents coins de rue, hein, on voit des enfants? Je n'ai pas besoin d'en témoigner. Je pense que n'importe quel Marocain est en train de constater que la mendicité augmente de façon extraordinaire, que les enfants sont exploités de plus en plus. D'ailleurs, le Maroc a été classé premier dans la mendicité dans tous les pays du monde arabe par 196 000 mendiants au Maroc, sachant que les chiffres remontent à 2007 et l'Égypte derrière par 40 000 mendiants, sachant que la population marocaine représente à peine la moitié de la population d'une seule ville, au Caire. Et que toute personne qui a pu visiter l'Égypte sait très bien que nous avons nos pauvres, certes, mais que le niveau de vie du Marocain est nettement supérieur à celui de l'Égyptien. Se retrouver en tête de liste des pays à mendiants me dérange en tant que Marocaine. Est-ce que c'est pour cette raison, il l'a dit, que vous appelez au durcissement des peines d'emprisonnement à l'égard de ces personnes adultes, mendiants, que vous qualifiez de mendiants professionnels, qui instrumentalisent les enfants à la mendicité? C'est de l'exploitation, et l'exploitation n'est pas, le mot n'est pas encore suffisant. Je dirais que c'est de la vente d'humains. Prendre un enfant en bas âge, le droguer, l'initier à la mendicité, le faire travailler pour ses propres intérêts, l'empêcher d'aller à l'école et d'avoir une enfance normale et de prétendre à un avenir normal est un crime très lourd. Que les peines d'emprisonnement soient au maximum à 6 mois de prison. C'est entre 1 et 6 mois, c'est ça? Entre 1 et 6 mois d'emprisonnement. Encourage ces réseaux mafieux à continuer d'exploiter les enfants parce que les peines sont extrêmement légères. Et quand vous appelez au durcissement donc de ces peines-là, des peines d'emprisonnement à l'égard de ces personnes adultes qui utilisent en tout cas des enfants à la mendicité, vous souhaiteriez que les peines d'emprisonnement soient de combien? Doivent être beaucoup plus lourdes. Quelqu'un qui sait qu'il risque une peine de 15 ans de prison, eh ben, il va y réfléchir à 2 fois, tandis que quand il s'agit de 6 mois, c'est des vacances. Pour vous, 6 mois de prison, franchement, c'est 6 mois de vacances? C'est pas grave. Vu l'intérêt que ça génère, c'est un marché juteux, très juteux. Et voilà, ça crée des réseaux qui s'y investissent pour amasser le maximum. Et ils se disent qu'au pire, ils risquent 6 mois de prison. Autre sujet aussi qui est d'actualité en même temps, Lady, vous l'avez vu comme moi, vous l'avez certainement le constaté comme moi lorsque vous êtes allé faire vos courses ou votre plein d'essence, c'est l'augmentation des prix de la vie, la cherté de la vie. Alors je me dis, voilà, quand on est comme vous, présidente fondatrice d'une association Jude qui est au plus près des sans-abri, des personnes en situation d'extrême vulnérabilité sociale, est-ce qu'il n'y a pas le risque, avec avec l'inflation des prix et la vie qui coûte de plus en plus cher, d'avoir aussi d'autres catégories, des catégories de personnes en tout cas, qui basculent aussi dans la pauvreté? D'avoir quelque part des nouveaux pauvres? La fluctuation des prix des matières premières est alarmante. La crise sanitaire a généré cela.
On se retrouve face à une crise possible due à la guerre En Ukraine. possible en Ukraine. Euh, Ça générerait des catastrophes. Je prie, je ne peux que prier pour que ça ne se fasse pas, mais la fluctuation des prix doit impérativement être supportée par l'État parce que le Marocain ne peut pas assumer et assurer toute la famille qu'il a derrière, sachant qu'on voit aujourd'hui des prix impossibles, que ce soit pour le blé, pour l'huile, pour le sucre et pour toutes l'essence, toutes les matières premières et nécessaires aujourd'hui. Hmm. Est-ce que vous comptez éventuellement, parce qu'on voit déjà le prix du baril qui flambe, donc vous avez dit effectivement plusieurs produits de grande consommation alimentaire qui augmentent, Flambe. qui augmentent sensiblement. Est-ce que là, la situation joue, voilà, est-ce que vous comptez interpeller les pouvoirs publics aussi pour essayer de voir aussi par rapport à ces populations que vous côtoyez, hein, de venir avec peut-être des aides, un soutien? Nous cherchons les aides, nous n'arrêtons pas de les chercher. Nous nous préparons, il y a Ramadan qui arrive Hmm. et énormément de familles qu'on a aidées pendant la crise sanitaire sont en train de nous contacter, de nous supplier de leur fournir des aides. Nous cherchons des dons alimentaires à leur fournir et nous espérons pouvoir les aider de nouveau. Euh, c'est difficile pour nous en tant qu'association de se retrouver au milieu et face à ces Oui. misérables qui nous appellent à l'aide euh, sans pouvoir les soutenir. Euh, je fais confiance à la solidarité des Marocains en tant qu'individu. Hmm. Et j'espère trouver de quoi aider le maximum de personnes possible. Et vous allez essentiellement vous diriger, parce que vous disiez effectivement la perspective du Ramadan, c'est dans moins d'un mois. Oui. Voilà. Est-ce que là, la situation joue contre se positionner ou renforcer son positionnement, ou en tout cas mener une action ou des actions spécifiques pour le Ramadan, au vu de la cherté des denrées alimentaires? Parce que le Ramadan, on consomme beaucoup de lentilles, on consomme un certain nombre de produits qui sont en train de flamber. Nous continuerons à distribuer les repas pendant le mois de Ramadan aux SDF, les repas, les vêtements, les couvertures, les chaussures et les médicaments. Si on obtient des dons alimentaires pour en faire des paniers à destination des familles démunies, nous le ferons également. Nous n'en savons rien à ce jour. Nous espérons en avoir, on verra. Quand vous avez parlé d'un mot et d'un terme qui me paraît extrêmement important, solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, parce que pendant toute la période du Covid, vous vous souvenez, donc la solidarité nationale a battu son plein, vous voyez les gens s'entraider face à un virus que personne ne connaissait. Est-ce que la solidarité aujourd'hui, vis-à-vis de ces personnes, des sans-abri que vous côtoyez au quotidien, est-ce que vous considérez qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont dans l'indifférence sociale et qui sont beaucoup plus sensibles à cette pauvreté, à ces gens aujourd'hui qui sont des êtres humains avant tout et qui se retrouvent du jour au lendemain totalement démunis? L'insensibilité envers la misère est un fait, c'est un constat depuis un moment déjà. Je préfère me concentrer sur ça au lieu de ça. Au fait, il y a de plus en plus de personnes qui rejoignent Joud et qui rejoignent d'autres associations pour aider. C'est magnifique. On est en train de lutter afin que la solidarité et le don de soi soient une idéologie chez le Marocain et qu'ils s'investissent à aider d'autres, quel que soit le champ d'intervention. Pas nécessairement les SDF, ceux qui sont touchés par les malades peuvent les aider voilà. Mais c'est en train de revenir. On gagne du terrain. Que j'avais démarré avec 19 copines et aujourd'hui porté par plus de 4900 joudeurs. La mentalité par rapport au partage et à la solidarité envers d'autres gagne du terrain et j'en suis ravie. Et est-ce que le monde de l'entreprise aussi, le secteur privé, est-ce qu'il est beaucoup plus sensible aussi
à ces appels-là, comme de l'association Jude, pour venir effectivement aussi jouer la carte de la solidarité, Nous même avons quand on des est opérateur économique. nous avons des partenaires qui ont installé des services RSE et qui s'investissent réellement à impliquer leurs collaborateurs dans l'associatif ou bien par donnant de leur heure et leur temps ou bien en donnant de leur argent. Ça, comment je dirais, ça s'installe doucement et ça se développe doucement, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Nous sommes soutenus également par des entreprises. Et nous avons des partenaires qui nous permettent de réaliser beaucoup de choses. Et c'est magnifique. J'espère voir plus de sociétés s'impliquer pour aider les démunis. En tout cas, Jude aujourd'hui, c'est plusieurs antennes dans plusieurs villes du pays. Casablanca, Rabat, Marrakech, j'ai vu, Tanger, El Jadida. Et Marrakech. Et Marrakech. Oui. Nous devons bientôt lancer Essaouira et Safi et Hoceima. J'espère pouvoir au moins ouvrir 2 antennes au cours de l'année 2022. Et chaque antenne, Inlady, est dotée donc d'une équipe de bénévoles. Une équipe de bénévoles, un siège où on prépare les repas et on stocke les dons. Et voilà, une structure qui va vers les démunis et qui apporte son aide, qui repère ceux qui sont réinsérables pour les aider à retrouver une vie et une dignité surtout, en assurant le logement, l'argent de poche et bien sûr l'emploi. Et le gros du job, c'est essentiellement Casablanca, capitale économique. Par rapport le plus par gros du rapport à Rabat, travail Tanger. se fait à Casablanca, mais le plus grand nombre de SDF est installé dans le nord du Maroc, dans la région Tanger-Tétouan-el-Hoceima, qui recense entre Marocains et prétendant à l'immigration plus de 8000 individus. Donc il y a plus de personnes en situation de rue à Tanger, à Tanger qu'à région Tanger, Casablanca. Tétouan, qu'à Casablanca. Oui, 8000 à Tanger, exactement. et à Casablanca, on est autour de quoi, de 5-6 000? À Casablanca, nous sommes autour de, je ne peux pas annoncer un chiffre exact, nous sommes autour de 3000 recensés Recensés. en 2019. Donc, et il y en a. Donc, Je parle toujours des chiffres de 2019. De 2019. Je n'ai pas les recensements actuels. Et donc, 3000 à Casablanca, autour de 3000, et donc quasiment 3 fois plus dans la région de Tanger. Exactement. Parce que c'est la frontière vers l'Europe et qu'ils espèrent passer. Et que donc, du coup, il y a à la fois des Marocains, à la fois des personnes d'origine subsaharienne. Nombre, oui, avance vers le nord en espérant pouvoir arriver à l'Europe. Juste pour conclure, j'ai dit, qu'est-ce qui vous donne toujours encore cette pêche pour toujours être là, engagé. En aidant quelqu'un, on s'aide soi-même. En faisant du bien à un autre, on se fait du bien à soi-même. Je le fais pour moi, j'adore le faire, je le ferai jusqu'au bout. Merci en tout cas infiniment à vous. Bonne continuation. Merci aussi, parce que ce n'était pas prévu, c'est un débat dans les conditions du live, d'avoir partagé aussi en introduction de ce débat un moment, je veux dire, qui a été certainement douloureux lorsque vous l'avez vécu et traversé, et qui en même temps aujourd'hui, vous en parlez vous en avez parlé en tout cas avec le sourire, en gardant votre sourire. Comme quoi on peut sortir grandi aussi d'une épreuve de vie qui n'était pas simple. Il faut toujours garder le sourire, il faut toujours aller de l'avant. Les épreuves qui ne tuent pas renforcent. C'était pénible, mais j'en suis sortie et j'en suis heureuse. Et heureuse aussi je pense qu'aussi autour de vous, votre petite famille. Ça fait aussi du bien, parce que c'est des moments aussi, je pense, que des fois on l'oublie, on l'occulte. C'est des moments aussi qui sont difficiles psychologiquement à vivre pour sa famille, voilà, d'avoir. Écoutez, quand un individu dans une famille a le cancer, c'est toute la famille qui a le cancer, c'est toute la famille qui subit psychologiquement ce que voit vivre cet individu.
C'est difficile pour tout l'entourage, mais personnellement, j'ai été extrêmement soutenue par ma famille et mes amis que je remercie. Euh, je suis chanceuse de les avoir euh, et heureuse de m'en sortir de ce cancer et d'en guérir pour moi, mais pour eux aussi. Pour conclure, est-ce que la vie est plus belle aujourd'hui pour InLady? Elle le sera toujours. Merci en tout cas infiniment à vous. InLady, je rappelle, présidente fondatrice de l'association Jude. Alors je sais pas, je dois vous dire bonne fête ou pas? Non, 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 dites-moi bon courage pour aboutir à tout ce dont je rêve. Ben voilà, donc je dirais bon courage à vous, Merci beaucoup, InLady, à Rachid. très bientôt. Merci.